بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un chapitre de rappel sur les principaux résultats de la théorie du signal. Voici quelques exemples du signal, de signaux pardon. Donc, vous avez plusieurs types, soit de la forme d'un signal sinusoïdal représenté en fonction d'amplitude et l'axe des abscisses, vous avez le temps. La même chose ici, donc vous avez toujours un signal périodique de cette forme. Ici, vous avez par exemple un signal de parole. La même chose ici, donc ce sont des différents types. On peut les considérer tous comme des signaux périodiques. Par exemple, dans cette figure, vous voyez bien un exemple d'un signal de parole du mot samedi. Samedi. Ici, vous avez un exemple d'un signal ECG qui représente le rythme cardiaque. La même chose ici, donc c'est un ECG. Ici, c'est un exemple d'un bruit blanc centré et gaussien. Ici, par exemple, c'est un exemple d'image Barbara, donc sachant que les images sont considérées comme des signaux bidimensionnels. Ici, exemple d'image de texture. Ici, nous avons bien un exemple de série temporelle économique. On va expliquer donc que ces courbes sont des données obtenues grâce à une étude économique sur l'inflation et le chômage. Elles représentent donc des séries brutes utilisées dans cette étude économique et celles d'étendue correspondantes. Donc, vous avez le chômage, par exemple, brut, ce sont les lignes minces d'étendue, lignes en gras, et l'inflation, c'est le brut où vous avez lignes fines en pointillés, détendues des lignes en pointillés épais, et les données sont mensuelles et couvrent la période de janvier jusqu'à décembre. Est-ce qu'on peut interpréter et analyser ces données économiques uniquement dans le domaine temporel? Et que doit faire l'économiste? Dans cette figure, vous avez un exemple de série temporelle d'épidémiologie. Est-ce qu'on peut interpréter et analyser ces données de la crise sanitaire due à la COVID-19 à New York? Vous avez dans cette figure le nombre de gens contaminés par jour uniquement dans le domaine temporel. Que doit faire l'épidémiologiste? Donc, dans cette figure aussi, c'est un exemple de série temporelle d'épidémiologie. Peut-on interpréter et analyser ces données de la crise sanitaire due au COVID-19 au Michigan? Donc, vous trouvez la même chose, le nombre de gens contaminés par jour uniquement dans le domaine temporel. Que doit faire l'épidémiologiste? Ici, vous avez un exemple toujours de série temporelle d'épidémiologie. Est-ce qu'on va interpréter et analyser ces données dans la crise sanitaire due à la COVID-19 dans différents pays? Donc, vous avez de nombre de gens contaminés par jour uniquement dans le domaine temporel. Que doit faire l'épidémiologiste? C'est quoi l'analyse temporelle? On peut définir l'analyse temporelle comme étant l'ensemble des méthodes permettant de mettre en évidence les composantes périodiques présentées dans un signal. Vous avez une série de données, une courbe, une image ou même une vidéo. Donc, elle permet d'identifier le contenu spectral. C'est quoi le contenu spectral? C'est un ensemble de fréquences qui sont présentées dans ces données traitées. Pour quelle application? Donc, sachant que les données mesurées et ou acquises soient de type signal,
images, vidéos, données, etc., doivent être traitées surtout numériquement. Par exemple, vous avez soit à travers un filtrage, un déverrouillage, une extraction, une détection, une compression, une analyse, etc. Donc, souvent, est-il est plus intéressant d'effectuer ces traitements dans le domaine spectral, dit domaine transformé, au lieu, au lieu du domaine original, dit direct, temporel, spatial, spatio-temporel, etc. Quels sont les outils de base pour l'analyse spectrale? Sans nul doute la transformée de Fourier, mais aussi bien d'autres transformées qui sont linéaires et surtout orthogonales. D'ailleurs, pourquoi on les appelle transformées linéaires et aussi orthogonales? Pour une combinaison linéaire, nous avons souvent, au lieu de garder les signaux observés et acquis, que l'on note par exemple x de t sous leur forme originale, c'est-à-dire sous forme de données mesurées, nous essayons de les représenter ou de les approcher, les approximer sous forme d'une combinaison linéaire utilisant une base de fonction qu'on va l'appeler phi de k de t choisie préalablement. Donc, ce qu'on appelle habituellement une représentation vectorielle désigne la forme x chapeau de t est égale à une somme de k variable 1 jusqu'à grand N de alpha k phi k de t. Sachant que x chapeau de t, c'est l'approximation de x de t et grand N, c'est l'ordre de la combinaison linéaire et des coefficients alpha k doivent être calculés pour une approximation optimale. Donc, ce qui représentait les fondements de base de l'analyse spectrale déterministe. Ceci doit donc nous permettre de représenter les signaux mesurés sous forme plus simple, nous aidant à mieux les interpréter, à analyser, pardon. On passe maintenant la notion de distance. Pour mesurer le degré de ressemblance ou bien de dessemblance entre x de t et y de t, ou sous forme discrète xn et yn, nous avons deux signaux, deux vecteurs ou même deux séries de données. On utilise la distance d en fonction de xy. Il s'agit d'un scalaire réel, positif ou nul, et vérifiant les propriétés suivantes. Si on parle de la symétrie, donc, quelle est la propriété? Donc, si vous avez d entre x et y, ça sera la même valeur pour une distance entre y et x. Si on parle maintenant de la séparation, donc, vous avez la distance entre x et y égale à 0, seulement si vous avez x égale à y. Pour une égalité triangulaire, donc la distance entre x et z, ça sera inférieur ou égal à la distance entre x et y plus la distance entre y et z. On va voir maintenant des exemples de distance. On va commencer par la distance de Manhattan. Les paramètres, c'est une distance. La fonction, c'est la somme de modules de y de n moins x de n pour n variant de 1 jusqu'à grand N. Si on va parler maintenant de la distance euclidienne, donc on va parler de deux distances. Donc, ça sera la somme pour la racine carrée de la somme de y de n moins x de n élevé au carré. Pour la distance de Minkowski, pour p distance, ça sera la racine d'ordre p d'une somme commençant de 1 jusqu'à grand N de y de n moins x de n d'ordre p. Pour la distance de Chebyshev, donc nous avons une infinité de distances, on doit utiliser une limite pour p tend vers l'infini, la racine d'ordre p d'une somme de 1 variant n1 jusqu'à grand N de y de n moins x de n d'ordre p. La distance euclidienne permet de généraliser l'application du théorème de Pythagore. Un espace de dimension n, donc c'est la distance la plus utilisée et la plus intuitive, pardon. Maintenant, on va voir ensemble la notion de norme. La norme d'un signal x de t, qu'on va le noter double barre x de t, représente la distance d qui sépare l'origine de l'extrémité du signal. On peut de ce fait calculer la distance qui va séparer deux signaux x de t, y de t
en calculant en tout point la norme de la différence entre ces deux signaux. Donc, vous avez y de n moins x de n, c'est la norme de n, c'est une distance entre x et y. Elle est calculée par la formule suivante, donc c'est la racine carrée d'une somme pour n commençant de 1 jusqu'à grand N de y de n moins x de n élevé au carré. Maintenant, on va voir ensemble la notion du produit scalaire. Un produit scalaire tout simplement entre deux fonctions, deux signaux encore, deux vecteurs, notés x, y. C'est un scalaire réel ou complexe permettant entre autres de déterminer le degré de ressemblance ou bien de corrélation ou de dessemblance, décorrélation ou orthogonalité entre x et y possédant les propriétés suivantes. Vous avez un produit scalaire entre x et y qui est défini par un intégral sur un domaine D de définition de x de t, y de t, de x de t par le conjugué de y de t dt. Le produit scalaire entre x et x, ça sera la norme élevée au carré de x. Un produit scalaire entre x et y est égal au conjugué de produit scalaire entre y et x. Un produit scalaire de alpha x bêta y est égal alpha bêta conjugué par un produit scalaire de x et y, sachant que alpha et bêta représentent deux constantes. Maintenant, pour la norme élevée au carré, si vous avez x de t appartient à un espace L carré, donc l'ensemble des signaux à énergie totale finie. Dans ce cas, x représente son énergie totale. Maintenant, pour un produit scalaire entre x plus u, y plus v, ça sera le produit scalaire entre x, y, plus un produit scalaire entre xu, xv, pardon, plus un produit scalaire entre u et v, uy, plus un produit scalaire entre u et v. Ce qui est important, c'est que si vous avez le produit scalaire entre x, y égale à 0, dans ce cas, x de t, y de t sont tout simplement orthogonaux. Et nous avons aussi une base phi-k de t et dit orthogonale, c'est la base phi-k de t et phi1 de t égale à 0, donc pour quel que soit k différent de 1. Maintenant, on va parler de l'approximation en sens des moindres carrés. L'idée, c'est bien de se rapprocher un signal mesuré ou bien observer x de t par une combinaison linéaire. Mais la forme x de t, chapeau, c'est la somme pour k varie de 1 jusqu'à grand N de alpha k phi k de t. On cherche à déterminer les valeurs optimales alpha k, garantissant une distance euclidienne dx, x chapeau minimal. Maintenant, pour la distance entre xn moins xn chapeau, c'est la distance, ou bien c'est la norme de n, c'est la distance entre x et x chapeau. Elle est définie tout simplement par la racine carrée de la somme de xn moins xn chapeau élevé au carré pour n variant de 1 jusqu'à grand N, donc c'est le minimum. Et pour la norme de n élevée au carré, ça sera la distance élevée au carré entre x ou xn chapeau, donc c'est la somme pour n variant de 1 jusqu'à grand N de xn, moins la somme de alpha k phi k pour k variant de 1 jusqu'à grand N élevé au carré, donc ça représente le minimum. On va parler maintenant du théorème de projection. Pour une approximation x chapeau de t sous forme d'une combinaison linéaire, elle est optimale au sens des moindres carrés. Bien sûr, si vous avez l'erreur E de t qui représente la différence entre x de t et x approximé est orthogonale à toutes les fonctions phi k de t, c'est-à-dire le produit scalaire entre E et phi k égale tout simplement 0, quel que soit k. Comme nous avons le produit scalaire entre x et x approximé est égal au produit scalaire entre x approximé plus e et x approximé, donc on aura dans ce cas un produit scalaire entre x approximé et x approximé plus un produit scalaire entre e et x approximé. On obtient que x approximé de t, ça sera la somme de alpha k phi k de t pour k variant de 1 jusqu'à grand N. Dans ce cas, on obtient que la norme
Le produit scalaire entre x et la somme de alpha k phi k de t pour k variant de 1 jusqu'à grand n. Ça sera la norme, un produit scalaire de la somme de alpha l phi l de t, l variant de 1 jusqu'à grand n, et la somme pour k variant de 1 jusqu'à grand n de alpha k phi k de t, plus le produit scalaire entre E et la somme de alpha k phi k de t pour k variant de 1 jusqu'à grand n. Dans ce cas, si on va sortir la somme pour k égale à 1 jusqu'à grand N de alpha conjugué de k, donc ça reste le produit scalaire entre x et phi k de t égale la somme de alpha L par la somme de alpha conjugué de k, L variant de 1 jusqu'à grand N, la même chose k variant de 1 jusqu'à grand N, par le produit scalaire phi L de t, phi k de t, plus la somme de k variable 1 jusqu'à grand N, alpha conjugué de k, par le calcul de distance entre E et phi k de t. Comment on doit calculer les coefficients alpha k? Si on va appliquer le théorème de projection pour une approximation optimale, ce qui nous permettra de trouver les meilleures valeurs des coefficients alpha k. Dans ce cas, la somme de k variable 1 jusqu'à grand N de alpha conjugué de k par le produit scalaire entre x et phi k de t, ça sera la somme de phi L par la somme de phi k conjugué, alpha k conjugué, pour L variant de 1 jusqu'à grand N et pour K variant de 1 jusqu'à grand N par le produit scalaire entre phi L de T et phi K de T. Donc, on a dit que double somme pour alpha L et alpha K conjugué par une distance entre phi L et phi K plus la somme de alpha K conjugué pour la somme toujours commençant de 1 à grand N par la distance entre E et phi k de t égale à 0, quel que soit k. Dans ce cas, la somme pour alpha k conjugué avec un produit scalaire entre x et phi k de t, ça sera tout simplement double somme de phi alpha L et alpha k conjugué par un produit scalaire de phi L de t, phi k de t. Bien sûr, nous avons le produit scalaire entre E et phi k par la somme égale à 0, quel que soit k. Si en plus on choisit une base phi k de t orthogonale, on aura dans ce cas un produit scalaire entre x et phi k de t. Ça sera alpha k et phi k de t par un produit scalaire entre phi k et phi k, quel que soit k. Dans ce cas, on va parler d'un système de grand N équations, un grand N inconnu. Les coefficients alpha k, bien sûr, et en chaque équation possède une seule inconnue. On obtient dans ce cas, c'est toujours avec le calcul des coefficients alpha k, le produit scalaire entre x et phi k de t, c'est alpha k par un produit scalaire phi k et phi k, quel que soit k. Si on va l'écrire sous la forme d'une matricielle, nous pouvons l'écrire de la forme suivante. Nous avons un produit scalaire entre x et phi 1, phi 2 jusqu'à phi n, égale tout simplement, ce diagonale, vous avez phi 1, phi 2 jusqu'à phi n, et les autres sont des zéros multipliés par les coefficients alpha 1 jusqu'à alpha n. On peut mettre alpha comme la forme, un produit scalaire entre x et phi k de t sur un produit scalaire de phi k de t, quel que soit k. On va s'arrêter ici aujourd'hui. On termine la suite. La deuxième partie, ça concerne la série de Fourier dans les prochains vidéos, Inch'Allah. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.